Bonjour à toutes et à tous. À la une de cette édition, célébration de la Journée mondiale du jeu d'échecs ce 20 juillet 2026. C'est une initiative pour promouvoir la paix, l'égalité et la coopération entre les peuples du monde. Protéger le jeu, protéger l'enfance est le thème de cette édition. Le Sénégal prend les commandes de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. C'est à l'issue de la 69e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement que les dirigeants ouest-africains ont confié la présidence en exercice de l'organisation au président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Nous serons en direct avec Idriss Boukari, journaliste à la rédaction de Canal 3 Bénin, pour décrypter cette actualité. Et puis près de 200 femmes formées en leadership politique, la prise de parole et la participation citoyenne. C'est une initiative financée par la coopération suisse en appui au gouvernement béninois. Les lauréats ont reçu leur attestation de fin de formation en fin de semaine. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. Restez avec nous pour le développement. Commémoration ce 20 juillet de la Journée mondiale du jeu d'échecs. Eh bien, c'est un jeu né en Inde avant les années 600 et qui continue de séduire dans le monde entier. À l'occasion de cette célébration, Brice Deogracias Menaï et Simon Rolonou sont allés à la rencontre d'un club de jeux d'échecs à Cotonou où de jeunes passionnés cultivent des qualités qui dépassent largement le cadre du jeu. Suivez le reportage. Poignée de main avant chaque affrontement, en signe de fair play. La partie peut commencer. Né vers le 6e siècle en Inde, le jeu d'échecs a traversé les époques et les continents pour s'imposer aujourd'hui comme l'un des jeux de stratégie les plus pratiqués au monde. L'objectif est de mater le roi, mais comment on joue? Nous avons les pions qui se déplacent à l'ouverture de 2 cases ou d'une seule case, et pour capturer, ils doivent être face à leur adversaire, mais ils ne peuvent pas capturer dans leur sens de déplacement. Ils capturent en diagonale avant. Mais derrière l'apparente simplicité du matériel se dissimule un jeu d'une redoutable profondeur. Pour ces jeunes joueurs, les échecs sont bien plus qu'un simple passe-temps. Naturellement, je suis passionné du jeu, donc ça fait quasiment 5-6 ans que je joue aux échecs maintenant. Dans la vie réelle aussi, le jeu d'échecs permet de mûrir ses réflexions avant de prendre certaines décisions, mieux se comporter et avoir toujours la mentalité de gagnant, même dans la vie réelle. Réflexion, créativité, sens tactique, autant de qualités que cette discipline permet de cultiver et qui s'avèrent précieuses dans les défis du quotidien. Ce n'est pas juste un jeu, c'est aussi un outil d'apprentissage, mais également un outil d'amélioration des capacités des enfants au niveau scolaire. Et c'est justement pour ça que nous avons intégré le programme échiquier à l'école, dans les écoles ou dans certaines écoles. Ça permet de développer la concentration, la faculté d'anticipation autant au jeu que dans la vie réelle. Et ça permet aussi de pouvoir résoudre des problèmes un peu plus complexes, étant entendu qu'aux échecs, c'est toute une question de stratégie, de combinaison, de tactique. Pour tout le monde, autant pour les enfants, pour les jeunes que pour les adultes, vous pouvez jouer de 7 à 77 ans, même à 80 ans. On a eu des tournois ici où des gens de 70 ans sont venus, ils ont joué. La plupart du temps, les gens le voient comme un jeu très sélectif, très élitiste. Oui, c'est vrai, ça l'est. Mais en même temps, rapprochez-vous des clubs d'échecs. On vous donnera la passion et l'amour du jeu et sans doute une certaine manière de vivre. Sur l'échiquier, chaque coup façonne un joueur plus patient, plus stratège. Une leçon de vie que les joueurs s'approprient partie après partie. Car non seulement les échecs sont le roi des jeux, mais ils demeurent aussi le jeu des rois. Le savoir-faire béninois séduit au-delà des frontières. Le vendredi dernier, une mission centrafricaine a posé ses valises à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin à Cotonou. C'est une mission venue dans le cadre du projet centrafricain d'investissement et de compétitivité des entreprises pour l'emploi. Objectif, s'imprégner des programmes qui dynamisent le secteur privé national et surtout partager leurs expériences avec la Chambre consulaire béninoise. Elvis Tonoucoin et Brice Deogracias Menaï. Au Bénin, la Chambre de commerce et d'industrie accueille une mission de Centrafrique
dans le cadre du projet d'investissement et de compétitivité des entreprises pour l'emploi, un projet du gouvernement centrafricain financé par la Banque mondiale qui vise à développer le secteur privé du pays. Et pour mettre en œuvre ce projet, nous avons signé une dizaine de conventions de partenariat avec un certain nombre d'institutions nationales, publiques comme privées, pour nous accompagner à mettre en œuvre le projet et à faire atteindre ces objectifs. C'est dans ce cadre que nous avons amené une bonne partie de ces partenaires au Bénin pour qu'ils puissent s'inspirer des bonnes pratiques qui se font ici à Cotonou. Pendant plusieurs heures, les délégués centrafricains découvrent les différents programmes mis en œuvre par la CCI Bénin. Et le but de ce déplacement au niveau de la Chambre, c'est de s'inspirer de nos expériences, les réformes que nous avons entreprises en matière de partenariat avec le secteur public pour renforcer le dialogue public-privé et également le dispositif que nous avons mis en place pour l'accompagnement de nos mandants que sont les opérateurs économiques. Nous avons partagé avec eux nos dispositifs d'accompagnement qui s'inspirent de notre plan stratégique Vision 2030 et les différents programmes que nous déployons au service des entreprises. Le programme CCI Performance qui renforce les compétences des entreprises ou encore le programme Accès au marché qui facilite leur présence sur les marchés national, régional et international, entre autres, leur sont présentés. Au terme de ces échanges riches en partage d'expériences, les visiteurs se disent satisfaits de ces connaissances acquises. Ils comptent désormais les implémenter chez eux en Centrafrique. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été désigné ce dimanche 19 juillet 2026 président en exercice de la CEDEAO au thème de la 69e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation sous-régionale. Les travaux de la session se sont déroulés à Freetown en Sierra Leone. Les chefs d'État et de gouvernement ont ensuite entériné la désignation du général Biram Dio, candidat présenté par le président de la République aux fonctions du président de la commission de la CEDEAO pour la période 2026-2030. Pour décrypter justement cette actualité, nous recevons dans ce journal Idrissou Boukari, journaliste à la rédaction de Canal 3 Bénin. Bonjour Idrissou. Bonjour Florence Boussard. La désignation de Bassirou Diomaye Faye intervient à un moment où la CEDEAO traverse sans doute la plus grave crise de son histoire. Comment analysez-vous cette élection et que révèle selon vous sur l'état actuel de l'organisation? Alors écoutez Florence Boussard, cette désignation vient confirmer le rayonnement du Sénégal sur la scène régionale. Ensuite, c'est une désignation hautement symbolique. Elle intervient, vous l'avez déjà dit Florence, à un moment où la CEDEAO est confrontée à une crise multidimensionnelle qui remet en cause son efficacité, sa crédibilité et même son avenir. Je voudrais d'entrée rappeler que depuis quelques années, l'organisation fait face à une succession de coups d'État, à la montée du terrorisme, à des tensions diplomatiques entre certains États et surtout du retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger qui constituent aujourd'hui l'Alliance des États du Sahel. C'est un tournant historique car jamais depuis sa création en 1975, la CEDEAO n'avait connu une telle remise en cause de son projet d'intégration. Pour moi, Florence Boussard, le choix de Bassirou Diomaye Faye n'est pas anodin. Il représente une nouvelle génération de dirigeants africains. Le président sénégalais a été désigné sur un discours de souveraineté, de transparence et de réforme. Il peut donc, on va l'espérer, incarner un nouveau souffle pour l'organisation. Les chefs d'État semblent avoir voulu confier cette responsabilité à un dirigeant capable de restaurer le dialogue et de redonner confiance au peuple ouest africain. Mais cette présidence, Florence, sera jugée non pas sur les déclarations, bien sûr, mais sur les faits et les résultats concrets. Les populations attendent une CEDEAO plus proche de ses préoccupations quotidiennes. Je vais parler par exemple de la sécurité, de l'emploi, de la stabilité politique, de la libre circulation des personnes et des biens et surtout le coût de la vie. Si l'organisation ne répond pas à ces attentes, elle risque de perdre davantage la confiance des citoyens ouest-africains.
Avant de poursuivre, on va suivre rapidement les premiers mots du nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Je mesure l'honneur et la responsabilité qui s'attachent au mandat que vous venez de me confier pour conduire les destinées de notre organisation commune. Je vous en remercie et vous assure de mon engagement à travailler de concert avec vous, avec tous les pays membres, pour perpétuer l'héritage des pères fondateurs. Nous avons célébré l'année dernière le 50e anniversaire de la création de la CEDEAO. Nous pouvons être fiers du chemin parcouru sur les traces lumineuses des pères fondateurs, dont la vision éclairée continue de guider notre marche commune et solidaire vers l'intégration sous-régionale. Nos acquis sont indéniables, tout comme nos défis aujourd'hui. Expansion du terrorisme, tensions inter-États ou intra-étatiques, recul démocratique avec la recrudescence des coups d'État, sans oublier l'ingérence politico-militaire étrangère. À cela s'ajoutent les défis sanitaires, climatiques et l'impact de situations internationales conflictuelles sur nos économies. Tout cela, ajouté à la fragmentation de notre communauté, fragilise davantage nos efforts de développement et nos acquis en matière d'intégration. C'est dire combien il urge de travailler pour les retrouvailles de toute la famille ouest-africaine, afin de consacrer toutes nos forces et nos ressources aux projets et initiatives communautaires qui nous rassemblent. Le chantier de raffermissement des liens de confiance entre les peuples et les dirigeants me semble être aussi une urgence. Cela passe notamment par le respect de l'ordre constitutionnel et républicain. Les réformes pour adopter la CEDEAO aux réalités de son temps et consolider notre marche collective vers nos objectifs communs. La révision du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, dont l'adaptation contribuera à la sauvegarde des idéaux démocratiques qui feront sa raison d'être. Voilà les premiers mots du nouveau président Idrissou. Dites-nous, le président Bassirou Diomaye Faye a fait de la lutte contre le terrorisme une priorité. Pensez-vous justement que la CEDEAO dispose aujourd'hui des moyens nécessaires pour relever ce défi? Effectivement, le terrorisme constitue aujourd'hui la menace la plus grave pour l'Afrique de l'Ouest, initialement consacrée dans le Sahel. Il s'étend progressivement vers les pays côtiers comme le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Cette évolution montre que la menace dépasse aujourd'hui les frontières nationales et exige une réponse collective. Cependant, la CEDEAO se heurte malheureusement à plusieurs obstacles. Le premier, Florence, c'est le manque de coordination entre les États membres. Les armées nationales ne disposent pas toujours des mêmes capacités, des mêmes équipements et des mêmes doctrines d'intervention, alors qu'une lutte efficace contre le terrorisme suppose un partage permanent du renseignement, des opérations conjointes et une confiance mutuelle. Le deuxième obstacle est financier, donc la force régionale ne peut fonctionner durablement sans des ressources importantes. Jusqu'à présent, Florence, une grande partie des opérations de sécurité en Afrique de l'Ouest est basée sur des financements extérieurs. Or, cette dépendance limite la capacité de décision de l'organisation. Enfin, le troisième défi, il est politique. La lutte contre le terrorisme ne peut être uniquement militaire, vous le savez sans doute. Elle passe aussi par le développement économique, la création d'emplois pour les jeunes, l'accès à l'éducation, la réduction des inégalités territoriales et le renforcement de la gouvernance. Les groupes terroristes prospèrent et émergent surtout là où l'État est peut-être présent ou peu présent et les populations n'ont pas un sentiment d'appartenance donc à leur pays. C'est le terreau donc du terrorisme. Alors si le nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO doit intervenir, je pense, Florence, que la tâche ne sera pas facile. Eh bien, justement, au-delà de la sécurité, quels devaient être les grands chantiers, justement, de la présidence de Diomaye Faye pour redonner de la crédibilité à cette institution?
À mon avis, Florence Bossa, moi je trouve déjà 3 chantiers qui devraient être prioritaires. Le premier, c'est la réconciliation régionale. Le départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger constitue une blessure profonde pour l'intégration ouest-africaine. Même si ces pays ont quitté officiellement la CEDEAO, le dialogue ne doit être jamais rompu. Il faudra maintenir des canaux diplomatiques ouverts depuis quelques années afin de préserver les liens économiques, humains et sécuritaires. L'objectif ici est d'éviter une fragmentation durable donc, de la région. Le deuxième chantier, c'est la réforme institutionnelle. Beaucoup de citoyens reprochent à la CEDEAO d'intervenir rapidement lors des crises politiques, mais d'être moins visible face à leurs difficultés économiques et sociales. L'organisation sous-régionale, la CEDEAO, doit améliorer sa gouvernance, accélérer ses prises de position et renforcer la transparence de son fonctionnement. Le troisième chantier ouvert donc que Bassirou Diomaye Faye doit intégrer donc dans sa feuille de route, c'est que malgré ces 50 ans d'existence, les échanges commerciaux entre les pays de la sous-région restent relativement faibles comparés à d'autres espaces régionaux. Il faudra donc lever les obstacles au commerce, améliorer les infrastructures routières, ferroviaires et énergétiques, faciliter également, on va dire, davantage la libre circulation des personnes et des biens et accélérer les projets d'intégration économique. Voilà ce qu'on peut retenir en termes de priorités ou de chantiers à ouvrir très rapidement par le nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Bassirou Diomaye Faye. Florence. Merci beaucoup à vous, Idrisso Bokari. Je rappelle que vous êtes journaliste à la rédaction de Canal 3 Bénin. Et avec vous, justement, nous avons décrypté l'actualité liée à la désignation de Bassirou Diomaye Faye, président sénégalais, à la tête de la CEDEAO. Dans la suite de cette édition, fait de la femme une actrice majeure de la gouvernance publique. C'est l'ambition portée par le programme d'appui à l'égalité de genre qui poursuit son accompagnement en faveur de leadership féminin au Bénin. Après une première cohorte de 200 bénéficiaires formés et certifiés en juin dernier, près de 200 autres femmes venues des départements du Nord ont aussi reçu leur attestation de fin de formation. Le reportage est signé Epiphane Tchabi et Socrata Danton. Une première vague de 200 bénéficiaires ayant reçu leur attestation en juin dernier, le programme d'appui à l'égalité de Jean Paeg poursuit la célébration des acquis de sa première phase. Ce vendredi, près de 200 autres femmes venues des départements du Nord et du centre du pays ont à leur tour reçu leurs attestations de fin de formation. Durant 36 mois, elles ont bénéficié d'un programme de renforcement de capacités axé sur le leadership politique féminin, avec pour ambition d'accroître la participation des femmes aux instances de décision et à la gouvernance publique. Nous voulons célébrer dans cette salle une fierté, mais nous voulons que les personnalités qui sont ici présentes aussi soient les porte-paroles de la voix du développement au Bénin en ce qui concerne la participation des femmes. Elles veulent juste que ça se renforce. Elles veulent juste que des pères, des frères, des responsables de partis politiques leur fassent un peu de place. Financé à hauteur de 4,2 milliards de francs CFA par la coopération suisse en appui au gouvernement béninois, avec la contribution de plusieurs organisations de la société civile, le programme enregistre déjà des résultats probants. Les résultats sont porteurs d'espoir. Le programme a notamment contribué à l'émergence de la plus jeune femme élue députée, mes hommages. Cette réussite illustre le potentiel immense qui existe lorsque les mécanismes d'accompagnement, de mentorat et d'inclusion fonctionnent efficacement. Les pensionnaires que nous recevons aujourd'hui ne sont pas une récompense, ils sont une responsabilité. Ils ne marquent pas la fin de notre parcours, ils marquent plutôt le début de notre mission. J'en appelle donc à toutes mes sœurs récipiendaires. Investissons-nous pleinement dans nos partis politiques. Osons porter nos candidatures, osons diriger et surtout, osons décider. Je vous invite à poursuivre votre apprentissage, à entretenir des liens de solidarité tissés
durant cette formation à mesurer persévérance face aux difficultés et à continuer de servir votre nation avec compétence, responsabilité et engagement. Présent à cette cérémonie, l'honorable Amaganseb a précisé que le PAEG constitue un important levier de promotion du leadership féminin au Bénin. Elles ont été suffisamment formées et aujourd'hui, elles peuvent discerner le soutien à la mise en œuvre des politiques publiques au profit de l'État, du rôle qu'elles doivent jouer dans leur foyer respectif. C'est très intéressant et c'est ça qui m'intéresse surtout. La cérémonie a été marquée par la remise des attestations, la distinction des partenaires et une photo de famille. En santé, l'atelier scientifique sur la réalité de la médecine endogène béninoise organisé par la Faculté des sciences et de la santé de Cotonou et ses partenaires sous le parrainage de l'autorité de régulation du secteur de la santé a connu son épilogue. Après 2 jours d'intenses échanges et de réflexions, les travaux de cette rencontre menée par plusieurs communications se sont achevés sur une note de satisfaction générale et ont permis de faire des propositions pour une véritable collaboration entre la médecine traditionnelle et celle moderne. L'atelier scientifique sur la médecine endogène béninoise prend fin ici à la Faculté des sciences de la santé. Satisfaction pour les organisateurs, dont l'idée de faire travailler ensemble les acteurs de la médecine moderne et celle traditionnelle franchit un grand pas. Les objectifs ont été atteints. Quand les médecins traditionnels ont parlé, ils ont vu le succès dans ce qu'ils font. C'est vrai qu'il y a certains médecins qui voulaient un peu contredire, mais ce n'est pas le moment de commencer à s'opposer, mais plutôt à prendre ce qui est bien chez chacun. Pendant 2 jours, les acteurs de ces 2 secteurs ont discuté, se sont posés des questions les uns aux autres et ont apporté des réponses. Et ça augure de tout ce qu'il est possible de faire au Bénin pour la médecine traditionnelle et la médecine moderne dans l'intérêt des populations. C'est une très belle initiative et cette initiative, si ça peut être renouvelé, ça va permettre à la médecine traditionnelle et la médecine moderne de passer sur le pont que le président de l'ARS est en train de construire. Occasion pour le doyen de la FSS de remercier tous les partenaires qui ont accompagné cette initiative. En organisant une telle rencontre pour un dialogue entre les 2 médecines, la FSS vise également un autre objectif. Le projet sur lequel la faculté travaille et dans lequel rentre cette conférence, c'est l'ouverture d'une filière de formation diplômante. Je sais qu'il y a des fédérations, mais nous avons besoin à la FSS d'avoir en face de nous un ordre, ou tout au moins des personnes validées par le ministère qui viendront enseigner dans ces formations. Le président de l'ARS compte donc sur la capacité individuelle et collective des acteurs de restaurer la médecine traditionnelle béninoise et de faire de sa pleine intégration au système sanitaire national une réalité. Professionnels de santé, étudiants en médecine, en pharmacie et autres acteurs ont pris part à cet atelier de 2 jours sur la médecine traditionnelle. Quelques-uns parlent du bien fondé de cette initiative qui leur a permis d'apprendre beaucoup de choses. On va les écouter au micro de Ouliat Sanoussi et Simon Rolon. Mes attentes sont comblées parce que la question de la médecine traditionnelle, c'est une réalité inhérente à notre quotidien. C'est une première fois on met dans une même salle les médecins modernes, les praticiens, les chercheurs, les pharmaciens et bien d'autres personnes pour discuter de la médecine traditionnelle béninoise. Et ça, c'est ce qui devait être depuis des années. Mais il n'est jamais trop tard. C'est l'occasion pour nous de créer cet écosystème pour travailler ensemble pour le bien-être de la population béninoise. Il y avait des stéréotypes en ce qui concerne la médecine traditionnelle, la médecine moderne, mais des jours d'ateliers scientifiques que nous avons fait a permis à chacun de rester un peu dans son couloir, de savoir où ses limites, ses compétences, et solliciter l'autre lorsqu'il y a des problèmes, lorsque les problèmes que nous rencontrons dépassent notre compétence. Je pense qu'au sortir de cet atelier, nous allons travailler ensemble avec les médecins. Et je demande aussi aux médecins, comme nous avons discuté ensemble, que la collaboration soit franche. Ce que nous cherchons, ce n'est pas
montrer qui nous sommes, mais c'est le résultat. Permettre à nos populations de bénéficier des soins de qualité et on ne peut que combiner les deux pour avoir ce résultat. En organisant cette conférence, c'est une manière de dire que nous sommes prêts, surtout lorsque à la fin de la conférence, le doyen dit clairement qu'il sera question demain de monter des programmes qui pourraient donc intégrer des matières de telle façon que les nouveaux sortants ou sortis de la médecine puissent percevoir la médecine traditionnelle comme un pas important pour le traitement de ceux qui sont malades. Ça, c'est très important. Le professeur Eugène Zoumenou invite les populations à mieux prendre soin de leur santé physique et mentale. C'est à l'occasion de ces 60 années d'existence que l'anesthésiste réanimateur a choisi de célébrer sous forme d'une conférence-débat sur l'art de bien vieillir. La rencontre a mobilisé autour du professeur famille, collègues et proches. 6 spécialistes de la santé ont été dépêchés pour l'accompagner dans cette tâche. Ingrid Der et Jocelyn Barriga. Plutôt que de céder aux festivités traditionnelles et fastueuses, le professeur Eugène Zoumenou a choisi de marquer le cap de sa 60e année d'une empreinte singulière. Il a transformé cette étape majeure de son existence en un véritable héritage de savoir axé sur la prévention sanitaire et le partage d'informations scientifiques avec sa famille, ses collègues et ses proches. C'est tout le sens de cette conférence-débat inédite placée sous le signe de la prévention des maladies chroniques et de la promotion du bien-être. Je suis sûr que vous avez déjà entendu, vous tous, parler d'AVC, d'embolie pulmonaire, c'est tous les jours. Or, on peut prévenir. Boire, manger, bouger, penser et dormir. Ce sont les 5 piliers dont il faut prendre conscience, dont il faut s'occuper pour bien vieillir, vivre en bonne santé et éviter les maladies chroniques. Pour éclairer l'assistance sur les piliers fondamentaux de la santé physique et mentale, le professeur Zoumenou s'est entouré de 6 éminents spécialistes, une cardiologue, une psychiatre, une nutritionniste diététicienne, une kinésithérapeute, un pneumologue ainsi qu'un expert du sommeil et du yoga. Ces praticiens ont croisé leurs regards et expertises autour des 3 moteurs essentiels de l'organisme humain: le cœur, les poumons et les muscles. C'est une première pour moi de participer à un événement où on parle de bien-être pour fêter un anniversaire. Nous avons été impressionnés par tout ce qu'on a appris ce soir. Cet événement a également été rythmé par des ateliers pratiques d'exercices physiques venus illustrer les recommandations des professionnels de santé. La rencontre s'est conclue dans la convivialité par la traditionnelle coupure du gâteau d'anniversaire, célébrant ainsi la vie, la transmission et la longévité de l'heureux du jour. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 16h, votre bulletin d'information. À 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien. Au revoir.